Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler de la chimie et des guerres. Les chimistes sont généralement représentés dans l'imaginaire public comme des savants, certes, mais des savants un peu fous, qui font de la sorcellerie, de la magie noire, qui font du feu, des explosions partout. Ce discours est un discours non savant. La chimie est une science, et la science est neutre, et c'est l'homme qui a le libre arbitre, qui fait ce qu'il veut de ses connaissances. Nous allons essayer d'attaquer cette image terne dans cette vidéo. Allons-y, suivez-moi. Un journal français, Le Petit Journal, dans son numéro, on date du 22 avril 1915, on trouve un texte dans lequel le docteur Octave Belliard, qui est un médecin de bataillon du 66e régiment d'infanterie, nous rapporte et décrit la scène de guerre. Il nous dit des hommes se roulaient à terre, convulsés, toussant, vomissant, crachant le sang. La panique était extrême. Nous étouffions dans un brouillard de chlore. D'un bout à l'autre de l'horizon, le ciel était opaque, d'un vert étrange et sinistre. Et voilà, dans ce texte, le mot-clé, c'est le mot chlore, qui donc renvoie à la chimie. Donc voilà l'image dans l'imaginaire public, cette image terne est mauvaise. Il a été travaillé durant une longue période. On raconte que c'est la publication erronée par un journal français d'une nécrologie prématurée condamnant l'invention d'Alfred Nobel de la dynamite en 1888 qui le décide à laisser une meilleure image de lui au monde après sa mort. Autrement dit, c'est grâce à cette publication, qui est supposée être erronée et prématurée, qui a fait que M. Nobel a décidé de faire une bonne action et donc laisser une partie de sa fortune pour le bien de l'humanité. La nécrologie affirmait ainsi: le marchand de la mort est mort. Vous voyez, il est traité comme étant un marchand de la mort. La chimie, c'est la science de la mort, et Alfred Nobel, c'est le marchand de la mort. Donc le texte disait: le marchand de la mort est mort. Le docteur Alfred Nobel, qui fit fortune en trouvant le moyen de tuer plus de personnes plus rapidement que jamais auparavant, est mort hier. Alors en fait, c'est un mensonge, c'est un mythe, parce que cette célèbre phrase, le marchand de la mort est mort, a vu le jour, non pas dans un journal français, c'est faux, mais a vu le jour pour la première fois dans un journal anglophone, et c'était à l'occasion de sa mort. Et donc, il n'y a aucun texte de nécrologie prématurée. Donc là, nous sommes devant un fait, mais ce fait-là, il contribue dans cette mauvaise image qu'on donne sur la chimie. Alors, c'est qui ce monsieur-là, Alfred Nobel? Alfred Nobel, il est né le 21 octobre 1833 à Stockholm, en Suède.
est mort le 10 décembre 1896 à San Remo, en Italie. C'est un chimiste et un industriel suédois. Il est dépositaire de plus de 350 brevets scientifiques de son vivant, bien sûr. Maintenant, pour savoir l'intérêt du point de vue scientifique de la dynamite, qui est l'invention qui a fait la fortune et la renommée de ce monsieur-là, il faut rappeler que durant des siècles, la poudre à canon est restée le seul explosif puissant. Et en 1846 est découverte la nitrocellulose. Puis en 1847, la nitroglycérine par Sobrero. La nitroglycérine, son utilisation n'était pas pratique. Il posait de véritables problèmes. On ne peut pas la stocker. C'est un liquide qui est facile de s'emporter. Et donc, Nobel s'attelait à rendre l'usage de la nitroglycérine moins dangereux. Et il a réussi à maîtriser sa puissance explosive de manière par hasard, tout à fait par hasard, et avec sérendipité. Alfred Nobel découvre accidentellement que lorsque la nitroglycérine est mélangée à un solide inerte et absorbant, appelé le kieselguhr, si vous voulez, ce sont des algues, c'est une terre finalement diatomée, il devient beaucoup plus sûr à transporter et à manipuler. Et en plus, l'explosion nécessite l'usage d'un détonateur. Dans son laboratoire, il invente, encore une fois par hasard, un nouvel explosif plus pratique d'emploi que la dynamite, qui est composé de nitroglycérine et de collodion. Il s'agit de la dynamite extra Nobel. Et donc nous voyons que c'était un scientifique qui essayait de répondre, qui essayait de lever un défi. C'est de rendre des matières, des substances chimiques très énergétiques, beaucoup plus sûres pour la manipulation, pour le travail. Et donc, c'est un défi que ce monsieur-là a pu lever avec brillance. Maintenant, la dynamite. La dynamite, il est utilisé, et les principaux domaines d'utilisation de la dynamite ont été et continuent à être la construction, l'exploitation minière, la destruction des anciens bâtiments et des anciennes bâtisses. De plus, elle a eu des applications dans la guerre. Donc, durant l'industrialisation, je me demande comment on aurait pu construire nos tunnels, nos autoroutes et réussir pas mal de grandes réalisations sans l'emploi de la dynamite. Donc, c'est pour cela que je dis que la science est neutre et que l'homme dispose du libre arbitre et c'est lui qui décide de faire ce qu'il veut avec ses connaissances. La chimie est la guerre, la première guerre mondiale et le développement qui a connu un développement bien sûr de la chimie. Il faut dire que aussi bien au début que durant la première guerre mondiale, la fabrication des poudres et des explosifs connut
une augmentation et une amélioration considérable. La même remarque, bien entendu, peut être faite pour les substances permettant la synthèse des explosifs, comme l'acide sulfurique, l'acide nitrique, etc. Et à titre d'exemple seulement, en France, entre le début et la fin de la Première Guerre, la production de l'acide nitrique a été multipliée par un facteur 40 pour atteindre 600 000 tonnes par an. À cette époque, la suprématie de l'industrie allemande était claire dans presque tous les domaines. L'Allemagne fournissait au monde entier les produits pharmaceutiques, les colorants, les produits pour la photographie, etc. Le blocus des pays occidentaux priva l'industrie allemande de matières premières comme les graisses, le pétrole, l'acide sulfurique et les métaux. Et c'est essentiellement dans une telle situation que les chimistes des deux côtés firent preuve d'un grand savoir-faire. L'industrie allemande se mit à fabriquer le chlore. Le chlore, le gaz chlore qui était l'objet du premier slide dont on a parlé. Et donc, durant cette période, il y a eu donc la synthèse et la fabrication intense du chlore, du brome, des dérivés de benzine, le phosgène, l'acide chloropycrique, le cyanogène, le carbazole, tous utilisés dans la préparation d'armes chimiques comme les gaz suffocants, toxiques, lacrymogènes, et dont le plus connu et qui a été utilisé, le gaz moutarde, dont la molécule est montrée sur l'écran. Vous voyez sur l'écran la molécule de ce gaz-là. Donc les moments difficiles de cette période ont poussé aussi bien les Alliés que l'Allemagne à rendre leur industrie chimique indépendante et plus efficace. Après la Première Guerre, la suprématie allemande disparut. Et les nouvelles puissances chimiques étaient les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Japon, la France et l'Italie. Et l'Allemagne fut encore une fois coupée des sources mondiales de certains produits. Les Alliés ressentaient un manque, surtout des composés aromatiques. Pour la fabrication des bombes incendiaires, l'industrie du magnésium fut développée et on inventa de nouveaux explosifs, comme le triméthylène trinitramine, ou si vous voulez, l'exogène, comme les gaz sarin et le VX. La mise au point de la bombe atomique fut un événement nouveau qui changea radicalement les conceptions classiques de la guerre. À la fin de la guerre, certains secteurs ont connu un recul, mais la chimie, dans sa totalité, devait continuer sa progression. C'est essentiellement les domaines des polymères, des fibres synthétiques et des caoutchoucs qui allaient connaître une grande accélération, aussi bien technologique qu'économique. À cette époque, l'époque des guerres, ce fut aussi le temps où, devant la saignée de jeunes hommes, l'emploi féminin s'est incontestablement développé, ce qui a provoqué des changements profonds dans la société, ce qui a conduit à l'indépendance économique de la femme, son indépendance
financière, à une amélioration, si vous voulez, de la condition de la femme. Et puis après, il va venir le droit de faute pour la femme. Et donc, nous avons récupéré une science qui marche sur deux pieds et plus de béquilles. Et par cette occasion, je salue la bravoure de la femme. La chimie, c'est un formidable domaine de connaissances, de découverte et un puissant outil de transformation. Sa pratique a toujours été derrière l'amélioration de notre qualité de vie. Si pour les gens, un verre quelconque, est parfois à moitié vide ou plein, eh bien pour les chimistes, le verre est toujours plein, soit avec un liquide ou de l'air, ou avec uniquement de l'air. Mais dans tous les cas, pour les chimistes, le verre est toujours plein. Et ce sont les hommes qui, pour des raisons économiques, géostratégiques et autres, qui ont toujours pris la décision de faire les guerres. La chimie n'est pour rien. La chimie, c'est une science, et la science est neutre. Ce sont les hommes, ce sont des lobbies industriels, vu la production effrénée, qui sont derrière la pollution des océans et de notre atmosphère. La chimie n'est pour rien. La chimie, c'est une science, et la science est neutre. Voilà, je vous remercie pour cette écoute, et à la prochaine.